Mythes et légendes, épisode 4, Échec et trahison, partie 2. Qui, parmi vous, n'a jamais entendu parler d'Adam et Ève? Levez la main. C'est bien ce que je pensais, tout le monde connaît ce couple mythique. Pour beaucoup, ils sont même nos lointains ancêtres. Depuis des millénaires, leur histoire traverse les religions, les cultures, les civilisations. Mais une question demeure. Et si tout ceci était faux? Car oui, je vais être direct avec vous. Les récits traditionnels me mettent profondément mal à l'aise. On retrouve Adam et Ève dans les textes hébraïques, dans la Bible et dans le Coran, avec quelques variantes. Mais le cœur du récit reste le même. Alors, que nous dit exactement la Bible? Dans la Genèse, il est écrit que Dieu façonne l'homme à partir de la poussière du sol, avant de lui insuffler la vie en soufflant dans ses narines. Plus loin, Adam se plaint de sa solitude. Alors Dieu l'endort, prélève une côte et crée Ève. Un récit puissant, symbolique, mais est-il crédible? Il y a 2000 ans, ce type de narration avait un sens. Il nourrissait les esprits avec du mystère, du divin et une forme de magie. Mais il faut aussi le dire, à cette époque, les institutions religieuses utilisaient ces récits pour asseoir leur autorité. Car maîtriser la peur, les croyances, les superstitions, c'est détenir le pouvoir. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Notre époque est à un tournant. Devons-nous continuer à accepter ces récits anciens sans les remettre en question? Ou bien chercher une vérité différente, une vérité moins mystique, moins obscure, plus cohérente? Je sais ce que vous pensez, des théories il y en a de partout. La toile en déborde, et il est devenu difficile de faire un tri. Mais pour ceux qui me suivent déjà sur ma chaîne Les Chroniques de la Destinée, vous savez qu'une autre lecture existe. Une lecture radicalement différente. Elle s'appuie sur ce que l'on appelle la 5e révélation, mais également le livre du Rancia. Un ouvrage fascinant, sans auteur humain identifié, présenté comme une transmission destinée à accompagner l'humanité pour 1000 ans. Croire ou ne pas croire, ce n'est pas la question. La vraie question, c'est qu'est-ce qui est logique? Est-il plus rationnel de penser que l'humanité est née d'un souffle dans les narines et d'une côte prélevée, ou quel est le fruit d'un long processus d'évolution de l'espèce humaine? Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà commencé à réfléchir autrement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Si vous avez suivi cette série, vous avez déjà entendu parler de la rébellion de Lucifer dans l'épisode 3 de Mythes et légendes. Il y a environ 200 000 ans, un événement majeur a bouleversé notre planète. Un prince planétaire chargé de guider l'humanité a trahi sa mission. Son nom? Caligastia. Au lieu d'accompagner l'évolution humaine, il a choisi de suivre Lucifer, haute personnalité rebelle de notre univers local. Et les conséquences ont été catastrophiques. Isolement de la planète, rupture des communications, désorganisation globale, et encore aujourd'hui, 200 000 ans après, nous en subissons les effets. Un monde instable, confus, en décalage total avec son développement initial, mais tout n'est pas perdu. Il y a environ 35 000 ans, une décision majeure a été prise. Envoyer sur Terre 2 êtres, pas des extraterrestres, des élévateurs biologiques, connus sous un autre nom, Adam et Ève. Oui, mais pas ceux que vous imaginez. Ici, le mythe s'effondre. Adam et Ève ne sont pas les premiers humains, ils sont autre chose. Des êtres supra-humains avec une mission particulière. Ils mesuraient entre 2,50 m et 3 mètres, dotés d'une lumière rayonnante, légèrement violette. Ça vous rappelle quelque chose? Depuis des siècles, des récits évoquent des êtres lumineux, très grands, presque divins, dans beaucoup de littérature. Certains ont parlé d'extraterrestres. Ils n'étaient pas si loin de la vérité. Ces êtres
sont appelés sur les capitales d'univers les fils et filles matériels. Leur rôle, transformer l'humanité, améliorer sa génétique, accélérer son évolution, mais leur mission sur Terre était loin d'être simple, car notre planète n'était pas un monde normal. Privé de direction, depuis la rébellion de Lucifer, isolé, instable, agressif et chaotique, et surtout sous l'influence d'un traître, Caligastia. C'est lui qui va tout faire basculer par la ruse, par la manipulation. Il va tendre un piège dans lequel Adam et Ève vont tomber. Pas par rébellion, mais par erreur. Et cette erreur va changer le destin de l'humanité. Le couple s'installa dans le jardin d'Éden il y a 37 848 ans. Ces jardins d'Éden ont reçu leur nom à l'honneur d'Édensia. Édensia est la capitale de notre constellation et passage obligé dans notre future progression vers la perfection. Ces jardins sont modelés selon la splendeur botanique du monde siège. Ces foyers-jardins sont habituellement situés dans un endroit écarté et dans une zone proche des tropiques. Sur la moyenne des mondes, ce sont des créations merveilleuses. Mais avant de comprendre la chute de ce couple mythique, il faut comprendre ce qui aurait dû être. Durant cette période, les populations humaines attendaient. Elles attendaient un événement presque sacré. Le jour où certains d'entre eux seraient choisis pour rejoindre le jardin d'Éden. Pas comme des visiteurs, mais comme les maillons d'un nouvel avenir pour toutes les tribus, pour toute l'humanité. Car seuls les meilleurs, les plus évolués étaient autorisés à rentrer, à visiter le jardin d'Éden. Et là, ils pouvaient s'unir aux descendants d'Adam et de Ève. Pas Adam et Ève eux-mêmes, non. Sur les mondes normaux, le couple originel ne se mélange jamais directement aux races humaines. Ce rôle est réservé à leurs enfants. Une stratégie précise, contrôlée. Créer une humanité plus forte, plus développée physiquement, mentalement et spirituellement. Unir les races, élever le niveau biologique, stimuler l'intelligence et éveiller le potentiel spirituel. Cela a fonctionné. Les conflits diminuent, les tribus se rapprochent, les rivalités s'apaisent. Pour la première fois, l'humanité commence à s'unifier. Mais sur Terre, rien ne se passe jamais comme prévu. Car dans l'ombre, quelqu'un agit. Caligastia, le prince planétaire déchu, mais toujours présent sur Terre. Son objectif est simple. Faire échouer le plan divin de progression sur cette planète, la Terre. Sur les autres mondes, les jardins d'Éden deviennent des centres extraordinaires, des lieux de savoir, de culture, d'évolution. Imaginez une civilisation qui progresse sans interruption pendant des dizaines de milliers d'années. Une université planétaire, un centre de sagesse, un modèle pour toute l'humanité. Mais sur Terre, ce rêve va être brisé. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous vous posez peut-être une question. Où est la faute? Quelle erreur Adam et Ève ont-ils commise? Elle vient d'une décision, une seule. Les autorités supérieures, l'Édensia, avaient donné une instruction claire, attendre. Attendre que la descendance d'Adam atteigne un certain seuil. 500 000 individus, avant de commencer le mélange des races avec les tribus sélectionnées. Mais Adam doute. Plus de 100 ans passent, et rien ne change. Le monde reste chaotique, désorganisé, violent. L'évolution semble bloquée et peu à peu, une idée s'installe. Et si il fallait agir autrement? Adam et Ève sont loyaux, mais ils sont seuls. Isolés à cause de la mise en quarantaine de la Terre, sans contact, sans conseil, chaque jour de nouveaux problèmes, chaque jour de nouvelles impasses. Ils veulent aider, ils veulent réussir, mais ils ne voient plus comment. Et c'est là que tout devient dangereux,
Quand l'espoir disparaît, les raccourcis deviennent tentants. Sur une planète normale, leur mission aurait été plus simple. Mais ici, les races humaines sont instables, belliqueuses, fragmentées. Impossible de construire sur des bases solides. Adam et Ève doivent tout recommencer, reprendre, réapprendre aux hommes les bases, la morale, la spiritualité. Même le langage est un chaos. Des centaines de dialectes, un monde en retard, très en retard. Et peu à peu, leur force se décline, leur courage s'effrite, leur foi vacille. Soyons honnêtes, qui aurait tenu à leur place? Plus d'un d'entre nous aurait jeté l'éponge depuis longtemps, car leur mission était quasi impossible. Et pourtant, ils auraient pu réussir, oui, s'ils avaient été plus patients, mais surtout moins pressés, car ils voulaient voir des résultats tout de suite. Et c'est là qu'ils ont commis leur erreur. Pendant ce temps, Caligastia observe. Il tente d'influencer Adam sans succès. Adam résiste, toujours. Alors, il change de stratégie et cible Ève. Car il sait, si Adam ne cède pas, peut-être que Ève, elle, le fera. Mais pas directement, jamais. La manipulation sera subtile, lente, invisible. Il utilise des intermédiaires, une tribu, les Nodites, anciens descendants de l'état-major de Caligastia, notre gouverneur déchu, et parmi eux, une personne, Serapatasia, qui va s'approcher progressivement d'Ève. Au début, rien d'anormal, des visites, des échanges, puis des rencontres plus privées, plus fréquentes, plus influentes. Et Ève ne voit rien venir, car elle est sincère. Elle veut faire le bien, elle ne trahit pas intentionnellement, mais le piège est déjà en place. Et lentement, inévitablement, il va se refermer. Nous arrivons maintenant au moment décisif, la véritable tentation d'Ève. Adam venait d'achever son premier siècle sur Terre, lorsque Serapatasia devint chef de la tribu des Nodites. Un homme intelligent, respecté, sincère, il admirait profondément Adam et sa mission. Très vite, il proposa une alliance, et pour la première fois, Adam sentit renaître l'espoir. Une tribu entière se ralliait à son projet. Enfin, quelque chose avançait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que derrière cette alliance se cachait une autre volonté, celle de Caligastia. Car Serapatasia, lui, n'était qu'un instrument, sans le savoir bien sûr. Il échangea longuement avec Adam, mais surtout avec Ève. Et peu à peu, une idée germa, une idée séduisante. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas accélérer le processus? Créer dès maintenant un lien direct avec les Nodites et le couple de super-humains. Un enfant unique. Sur le papier, tout semblait parfait, logique, bienveillant, utile. Mais ce n'était pas le plan. Car un plan existait déjà. Et ce plan exigeait du temps, beaucoup de temps. Mais le temps était devenu insupportable pour Adam et surtout pour Ève. Pendant plus de 5 ans, ses idées mûrirent en silence, dans l'ombre, jusqu'au jour où Ève accepta une rencontre secrète avec un homme, Cano. Cano était un chef nodite de la race violette, plus évolué, brillant, charismatique et profondément convaincu de faire le bien. Tout se joue en une seule soirée. Au crépuscule, dans un instant suspendu où tout bascule. Ève hésite. Elle est touchée par les paroles, par l'enthousiasme, par la promesse de changer le monde, et surtout par l'urgence. Alors elle accepte, sans pleinement réaliser ce qu'elle est en train de faire. Le pas est franchi, irréversible. Et à cet instant précis, tout change.
Peu de temps après, Adam comprend. Quelque chose ne va pas. Il appelle Ève, et pour la première fois, il entend toute la vérité. Le plan secret, les discussions, la décision, et soudain, une voix s'élève, une voix venue d'ailleurs, une voix qui accuse, qui annonce la faute. Le pacte est brisé, les règles ont été transgressées. Car vouloir faire le bien ne suffit pas. Quand on s'éloigne du chemin, c'est la catastrophe. Ève n'a pas voulu faire le mal. Elle a voulu aider, accélérer, comprendre, mais elle a confondu intention et justesse. Et cette erreur va tout déclencher. Adam voit la vérité, son cœur se brise. Mais il ne juge pas Ève, il ne la condamne pas, il l'aime, d'un amour qui dépasse l'humain. Alors, le lendemain, il fait un choix conscient, délibéré. Il s'unit à une autre femme, Laota, la brillante femme maudite qui dirigeait les écoles occidentales du jardin, et commit avec préméditation la même folie qu'Ève, en s'unissant avec une femme extérieure au jardin d'Éden. Pas par faiblesse, mais par amour, pour ne pas laisser Ève seule, pour partager son destin. Et à partir de cet instant, la chute est totale. Le jardin s'embrase, la colère éclate, les habitants se révoltent et la violence s'abat. Les Édénites sont massacrés sans distinction, hommes, femmes, enfants. Personne n'est épargné, même pas Cano. Cano meurt avant de connaître son enfant. Car oui, cet enfant existe, Caïn. Mais il n'est pas le fils d'Adam. Le chaos est total, les enfants d'Adam et Ève sont brisés, le monde s'effondre, leur mère perdue, leur père s'absente pendant 30 jours. 30 jours qui semblent une éternité. Ève ne s'en remettra jamais véritablement, ni dans son esprit, ni dans son âme. Et Adam comprend enfin, ils ont échoué. 70 jours plus tard, le verdict tombe, les autorités célestes reviennent. Le jugement est prononcé par la voix de Gabriel, le bras droit de Michael de Nébadon, fils créateur de notre univers local. Adam et Ève ont failli, ils ont brisé leur mission, mais ils ne sont pas coupables de rébellion. Ils n'ont pas trahi la vérité, ils se sont trompés, c'est tout. Mais cette erreur a un prix. Ils deviennent mortels comme nous, condamnés au temps, à la finitude, à la mort. La caravane quitte Éden, et le drame s'intensifie encore. Ils sont informés qu'un choix s'impose, leurs enfants. Ils doivent choisir, rester ou partir sur Édencia, la capitale de la constellation, vers un autre monde, à jamais. Les 2 tiers s'en vont, un tiers reste avec le couple. Peut-on imaginer pire? Venir avec espoir, tout perdre et voir ses propres enfants disparaître. Ainsi se termine l'histoire d'Adam et Ève. Pas une histoire de rébellion, mais une histoire d'erreur, d'impatience et d'amour, une autre version, une lecture différente, extrait du livre du Rancia. Et me direz-vous, qu'est-il advenu du jardin d'Éden? Eh bien, il y a environ 30 000 ans, le fond oriental de la mer Méditerranée s'enfonça, entraînant sous les eaux la péninsule édénique tout entière. L'événement eut lieu en liaison avec une violente activité des volcans du voisinage et la submersion de l'isthme reliant la Sicile et l'Afrique. L'enfoncement ne fut pas soudain. Il fallut plusieurs centaines d'années pour submerger complètement la totalité de la péninsule. Donc rien de surnaturel, pas de vengeance divine, etc. Telle fut la fin de la plus belle création naturelle que la Terre n'ait jamais abritée. Il est possible de se poser cette question, d'où provient le mythe de l'Atlantide? Après tout, on peut tout imaginer. À vous d'y réfléchir. Je vous donne rendez-vous le 10 mai pour une nouvelle exploration, d'autres mythes, d'autres vérités
sur les chroniques de la destinée, mythes et légendes. Et d'ici là, que la connaissance soit avec vous. Et n'oubliez pas les clics habituels que mes podcasts adorent. Votre dévoué.